PDG Cécile de Ménibus. 9h30, on va revenir ce matin sur les avancées dans le monde de l'éducation, sur la laïcité, 6 ans après les attentats de Charlie Hebdo, avec Bernard Ravet. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien principal de collège, président de la Commission nationale de réseau éducation, et vous aviez écrit en 2017 principal de collège ou imam de la République, qui est toujours en vente, j'imagine, aux éditions Quairo. Et il y avait aussi ce livre, Les Galériens de la République, en 2020 aux éditions Quairo aussi. Oui, Bernard Ravet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on parle évidemment de Charlie, puisqu'il y a eu une enquête. D'abord une date anniversaire. Oui, une date anniversaire hier, bien sûr, on s'en souvient, 6 ans. Et puis l'étude qui a été menée en parallèle par l'IFOP sur les nombres d'actes de contestation de la laïcité. Et là, on voit que au collège et au lycée, 53% des professeurs interrogés déclarent que certains de leurs enseignements font l'objet de contestation. C'est un chiffre en hausse de 12 points par rapport à 2018. Donc Cécile disait avancer, là on a l'impression que c'est du recul, quoi, non ? Pour moi, c'est du recul. Ça fait très mal de lire cette enquête qui est parue au moment où Charlie honore ses morts. Pour moi, ça fait très mal parce que ça veut dire que il y a eu le terrorisme qui a tué des hommes, et puis il y a un terrorisme transparent, un terrorisme souterrain qui est plus silencieux, qui est en train de mettre en place quand même une forme de terreur qui font que des profs sont contestés avec quand même des chiffres importants. Ce n'est plus un épiphénomène qu'on met sous le tapis. Et puis d'un autre côté, la réaction de ces profs qui est l'autocensure. Oui, alors ça c'est grosso modo 4 profs sur 10 qui disent dans cette enquête qu'ils s'autocensurent dans leur établissement et dans leurs enseignements. Oui, alors pour moi, là, on est vraiment dans une vraie question de démocratie, dans une vraie question de dire aujourd'hui, l'État a le souci de mettre en place des programmes d'enseignement. Il y a la liberté des enseignants de les décliner à sa manière, et moi je trouve ça assez sordide, certains sous-entendus qui sont faits autour, est-ce que Samuel Paty avait vraiment besoin de faire ça ? Non, Samuel Paty, il était là, et il était libre d'utiliser les outils pédagogiques qu'il pensait les meilleurs. Donc je crois qu'il y a toute une culture, et que cette contre-culture, tout à l'heure vous parliez de populisme, on est bien dans une optique où aujourd'hui les enseignants on peut-être, s'autocensurent. Alors, on analyse beaucoup sur la responsabilité de l'administration qui ne les soutient pas. Ça, je dirais que cette réalité-là... c'est vrai ou pas ? C'est partiellement, c'est vrai. Bernard Ravet, je vais juste revenir sur une information qui date de lundi. C'est un professeur d'histoire géo d'un collège de Lyon qui avait été pris à partie par un parent mécontent d'un cours sur la laïcité, et ils disent qu'ils n'avaient pas de réaction du rectorat, par exemple. Alors, c'est pas tout à fait vrai. En tant que président de la commission réseau éducation de la LICRA, on s'est beaucoup intéressé parce que c'est en plus un collège où l'équipe de Lyon intervenait. C'est le premier collège où a enseigné Samuel Paty. Le rectorat a fait ce qu'il a fait. Il y a eu un choix de ne pas ébruiter. Mais ce qui est dramatique dans le communiqué du rectorat de Lyon, qu'on s'est permis de voir avec les gens de terrain, il a été accompagné, le rectorat a porté plainte. Mais je dirais, au bout du compte, la plainte n'a pas été retenue. Ça veut dire qu'aujourd'hui, alors là, si l'affaire de Lyon mérite une enquête de l'Inspection générale de l'éducation nationale, ça va beaucoup plus loin, à mon avis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un enseignant qui a des menaces verbales, quelqu'un au niveau de la justice, au niveau de la police, estime, alors est-ce que la plainte n'a pas été formulée, ça il faudrait rentrer, et ça mériterait enquête aussi, mais ça veut dire que l'autre partie de la société, rend ça comme une quantité négligeable. Et pour moi, c'est un acte gravissime. Ça veut dire que... C'est-à-dire que tout le monde fait du déni, c'est ça ? Ah oui,
je pense qu'on en est dans une situation, et je crois que moi, ce que nous appelons vivement au niveau de la LICRA, c'est que dans les affaires d'agression d'enseignants, puisque nous, notre association est fondée sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, on a l'habitude de prendre en charge des victimes. Et aujourd'hui, on se voit de nouvelles victimes. Alors, elles ne se tournent pas forcément vers nous. Mais ces nouvelles victimes sont quand même des victimes qui sont des fonctionnaires qui, j'allais dire, se voient mis mal à partie par des parents d'élèves. Et donc, on aimerait qu'au niveau du ministère de l'Éducation, il y ait une espèce de protocole très clair. Un prof se fait insulter, agresser, il se passe telle chose, telle chose, telle chose, et qu'en face, j'allais dire, la réaction des services de police et de justice soit en accord. Et ça c'est vraiment au niveau ministériel que ça doit se faire. Oui, mais c'est les parents d'élèves sur les dires de leurs enfants, donc ça en dit bien long sur effectivement ces enfants aujourd'hui. Je vous renvoierai pas un vieux classique du cinéma, Les risques du métier. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est sur les dires des enfants, mais je dirais aussi, il y a une nouveauté, c'est qu'un certain nombre de familles décident de se faire justice, décide d'aller à la porte du collège pour dire au prof on n'est pas d'accord et je veux dire l'insulter. Et ça c'est un phénomène de plus bon, parce qu'il y a eu cas extrême de Samuel Paty entre guillemets avec cet appel sur les réseaux sociaux, enfin ce que l'on sait et ce qui est advenu terrible, dramatique, mais il y a dans chaque établissement scolaire, puisque vous faites partie de cette commission, de plus en plus à la sortie des établissements scolaires des parents qui viennent contester pour retrouver en fait les profs ou pour aller voir sur la façon dont les choses ont été enseignées. Je dis pas l'enseignement d'une façon générale, mais sur certains points qui sont sensibles, notamment religieux, quoi, et puis de la laïcité. Je pense qu'il faut pas généraliser. Ça existe, ça existe. Le problème, c'est de savoir pourquoi ça existe. Ouais. Et moi, j'allais dire, en tant qu'ancien chef d'établissement, c'est de réfléchir à un choc de culture. Oui. Un choc de culture qui fait qu'on a un certain nombre de familles qui n'ont pas tout à fait, j'allais dire, intégré les valeurs du système éducatif. Vous savez, j'allais dire, on avait, moi dans un de mes collèges où j'étais, où il y avait une forte communauté issue du Maghreb, dont certaines familles ne parlaient pas français, et qui étaient dans une logique. J'avais un père d'élève qui était très croyant, et on avait régulièrement des discussions ensemble sur la religion, parce que la laïcité, c'est pas le refus de la religion. Et à un moment, il me dit, je vais chercher, il me semble qu'il y a un proverbe, c'est pas une sourate, qui dit en arabe, tu respecteras tes enseignants comme tu respectes ta famille et les représentants du prophète. C'est traduit. Oui. Donc, il me l'avait écrit. Alors, il me l'avait écrit en arabe. Un certain nombre de familles ne lisent pas l'arabe. Il me l'avait écrit en français. Et ça montre quoi? Ça montre que moi, quand je signe un livre en me définissant imam de la République, c'est qu'en face de moi, j'arrivais à faire comprendre des choses à certains parents en leur disant, ici, moi, je suis l'imam, celui qui sait. Et puis, j'allais dire, je crois que il faut avoir de la pédagogie. De la pédagogie, effectivement, de la pédagogie avec les familles, en sachant bien que cette pédagogie avec les familles, elle n'est pas faite. Elle n'est pas faite, et moi, je vais peut-être paraître un petit peu comme un uluberlu, mais je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il faut que notre ministre de l'Éducation ait une mesure courageuse de dire on fait une pré-rentrée des parents. Ouais. C'est-à-dire qu'on les convoque. Alors, moi, je l'ai Oui, parce que ça existe après, où il y a des réunions avec les parents, mais bon, 15 jours, 3 semaines après, et puis bon... C'est quelque chose... Moi, je verrais bien quelque chose d'assez solennel. Ouais. La veille de la rentrée, les parents... Alors, pas dans toutes les classes, quand on rentre pour la première fois à l'école primaire, au CP, quand on rentre la première fois au collège, en 6e, quand on rentre la première fois au lycée, et que dans cette journée... obligatoire. Alors vous allez me dire, on va pas pouvoir rendre obligatoire. On la décide obligatoire, et les gens qui ne viendront pas, le principal et son équipe
les gens de la vie scolaire, l'équipe Ouais. médico-sociale rencontreront les parents sur convocation. Mais l'idée de dire, voilà, on est ici en France, notre système, il est comme ça. L'école, elle fonctionne comme ça. Voilà ses valeurs, voilà comment. Et puis, donc, le Mais ça, il faut le collège, rendre obligatoire. il faut le rendre obligatoire. Bernard Ravet. C'est pas une mesure qui coûtera cher, pour une fois. Et qui serait en face alors? Ce seraient les chefs d'établissement? Alors, ça serait. Parce que, ça serait attendez, là, si vous faites. Il y a, allez, dans les établissements, entre 600 et 1200, voire plus, élèves. Donc, si vous faites venir tous ces parents en même temps. Non. Ah non, les premières fois. Ouais, Les c'est vrai. premières fois. Donc, vous limitez à Oui, quelques centaines, quoi. On Ouais. limite. Bon, et puis en dehors de on crise limite sanitaire, on peut rassembler. À 6 classes de Oui, on peut. 25 ou 30 élèves, c'est jouable. Ouais. Et, si vous voulez, qu'est-ce qu'il y aura ça sera organisé, il y aura toute l'équipe du collège. Et ça ne sera pas dans un grand amphithéâtre, ça sera dans des classes. Et on passera, mais moi j'ai un établissement qui le faisait sur une demi-journée, parce qu'on avait d'énormes problèmes de transport. Ouais. De transport scolaire, et il fallait que tout le monde soit calé pour expliquer le pourquoi du comment. Et on le faisait pour les 6e, mais les parents le savaient le jour où ils venaient prendre leur dossier d'inscription. Eh ben, c'était à la fin de ma carrière, c'était un collège plutôt bourgeois, dirions-nous. Tous les parents étaient là. Ouais. Il y avait un représentant par famille. Mais est-ce que ça veut dire que ça crée du lien immédiatement? Voilà, Justement. c'est-à-dire à la fois, vous parliez le fonctionnement de l'établissement, le chef d'établissement, la CPE sur les retards, l'assistante sociale ou l'infirmière sur les problèmes de santé. Quand est-ce qu'on déclare que son enfant a le Covid, par exemple? Je plaisante un peu, il faut quand même. Et puis, à un moment donné, alors le côté solennel, le chef d'établissement, et puis nos collègues profs d'histoire-géo qui ont en charge l'éducation morale et civique, qui expliquent deux choses. Le principe des libertés en France, le principe des programmes et la liberté d'enseignement. Ouais. Samuel Paty, si vous voulez. Ouais. La République de Samuel Paty, comme on le titre dans le dernier numéro du Droit de Vivre, le nouveau magazine de la LICRA, la République de Samuel Paty. Donc ça, et puis ça sera des collègues à Samuel Paty qui diront ça avec leur cœur. Et puis de l'autre côté, le rappel Des règles des règles, des grands principes, des grandes valeurs de la République, dont la laïcité. Oui. Bernard Ravet, on va continuer dans un instant et avec vous. Donc, par exemple, tout à l'heure, 6 enseignants sur 10 qui disent déjà avoir été confrontés au moins une fois dans leurs établissements à des signes de séparatisme religieux. On en parle avec vous dans un instant. Et puis, l'ensemble des refus également aujourd'hui qui montent quand même. Ça, c'est l'enquête de l'IFOP qui est publiée à l'occasion de ce 6e triste anniversaire de Charlie. On en parle avec vous et vos appels au 0826 300 300. Est-ce que vous avez des réflexions ou cette idée, par exemple, de convoquer les parents une fois pour leur dire voilà quelles sont les valeurs de la République, voilà ce qu'on va enseigner, voilà comment ça va se passer à l'école avant la rentrée. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous appelez et vous réagissez, vous nous faites part de vos suggestions également. Nous sommes ensemble jusqu'à 10. Nous, 9h46, on revient sur la laïcité, sur l'école, l'éducation nationale, avec Bernard Ravet, ancien principal de collège et président de la commission nationale réseau éducation. Et puis, vous êtes aussi... Et puis vous pouvez nous appeler bien sûr au auteur. 0826 300 300 et auteur des Galériens de la République, c'est ça, voilà, aux c'est éditions Kéro qui est sorti l'année dernière. Et vous êtes président de la commission nationale réseau éducation. Alors Bernard Ravet, je le disais en fait tout à l'heure quand même, 6 enseignants, 6 profs sur 10, que ce soit en primaire ou après, disent avoir été confrontés au moins une fois au sein de leur établissement à des signes de séparatisme religieux. Ils sont un petit peu dépourvus aujourd'hui et ils ne savent pas s'ils doivent réagir. C'est ce qu'on évoquait. Ça, c'est l'enquête de l'IFOP qui a été révélée cette semaine à l'occasion du 6e anniversaire de Charlie, des attentats. Doivent-ils réagir? Oui. Oui, ils doivent réagir. Ouais. Oui, il ne faut pas se laisser, enfermer dans la peur. Et cette réaction doit être d'autant plus réfléchie que ça ne doit pas être une réaction frontale, ça doit être une réaction pédagogique. Ça veut dire quoi? Quand un enfant de 5 ans ne donne pas la main à la maîtresse, parce que pour des raisons religieuses, quand un enfant de 8 ans est dans une cour de récréation et joue aux djihadistes, comme nous on jouait aux gendarmes et aux voleurs, ça veut dire quoi? Quand un enfant de 5e refuse un cours sur
le droit français, sur nos institutions, en disant la loi de Dieu est plus forte que la loi des hommes. Mais ça veut dire tout simplement... Dès la 5e, il y en a certains qui ont ce type de réaction. Voilà. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, que où on a un choix de société communautariste, à la méthode anglo-saxonne, et on dit, on laisse tomber et on fait avec, et l'école devient un espèce de lieu qui ne transmet plus les valeurs de la République, mais qui permet de construire un vivre ensemble autour du fait que le fait religieux devient plus important que ce qui fait ciment. Ce qui fait ciment, c'est les valeurs de la République. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, Elisabeth Badinter le décrit très bien, on a besoin d'un certain nombre de valeurs pour faire société. Et faire société ensemble. Oui. Or, aujourd'hui, et on en revient, effectivement, il faut se poser la question de ces enfants qui sont dans un conflit de loyauté entre une famille, une éducation religieuse à l'extérieur de la famille. Alors on parle souvent des musulmans, mais on pourrait parler de certains enfants qui sont dans les milieux de religieux ultra réactionnaires du catholicisme, ouais, ou des dérives du protestantisme dans certaines j'allais dire approches du type évangéliste plus. Ces enfants, ils sont coincés, ils sont entre deux aimants, l'aimant de la famille et des valeurs religieuses et l'aimant de la République. Oui, ça c'est vrai. Alors, bon, il y a des appels au 0826 oui, 300 300. On a Florian qui nous appelle d'Antony. Bonjour Florian. Bonjour Florian. Oui, bonjour, oui. Mais écoutez, moi je suis un peu, d'une certaine mesure, je suis un peu, bien que je sois optimiste, je suis un peu catastrophé par ce que j'entends de la part de l'ex-principal, parce que si vous d'abord dans le vocabulaire, c'est vrai, il vient de dire certaines religions et certaines familles ultra-réactionnaires, mais enfin, la menace principale, il y a des menaces secondaires et des menaces principales, c'est quand même l'islam. Et moi, je sais, en tant qu'enseignant, je vais vous raconter, mais il y a longtemps une anecdote. Vous êtes enseignant, Florian? Oui, j'étais enseignant. Donc, alors, je vais vous dire, en ce qui concerne l'anecdote, en sixième, un petit sixième, après un cours à l'époque, on faisait la préhistoire, là ça vient de revenir, la préhistoire, et donc il me disait, mais monsieur, l'imam m'a dit que les hommes préhistoriques n'existaient pas. Et j'ai discuté aussi avec des musulmans, enfin manifestement qui étaient plutôt des frères musulmans, qui me disaient que toute la préhistoire n'existait pas, que les hommes préhistoriques n'existaient pas, et que c'était des singes. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, le problème du monde musulman, c'est qu'il n'a pas intégré les découvertes scientifiques depuis au moins plusieurs siècles. En tout cas, pour certaines autorités, quoi, pas l'ensemble en fait. Oui, des non, mais musulmans, bien sûr, non, mais je dis pas tous les musulmans, je suis pas stupide, je ne dis pas tous les musulmans, mais il y a dans l'islam, si vous voulez, contrairement à ce qu'on pense, quelque chose qui les empêche à penser le monde moderne et à penser la science. C'est pas eux qui ont apporté la science à l'Occident, ce sont les Arabes, mais ce sont les Arabes de culture grecque orthodoxe. Non, mais c'est le problème. Et chez les catholiques aussi, il y a Adam et Ève et la même chose. Ah bah ça continue. Si, moi j'ai entendu en fait. Mais je sais, mais quand même, sur les valeurs religieuses. Le discours, il consiste à brouiller les pistes et à dire, si, moi je trouve dans les médias et ailleurs, on dit il y a un problème de la religion. Oui, mais le problème c'est que la religion musulmane est une religion très particulière parce que ce n'est pas d'abord qu'une religion. C'est d'abord un code juridique et c'est la raison pour laquelle ça pose problème, parce que c'est la raison pour laquelle vous entendez partout la loi de Dieu est supérieure à la loi république, parce que pour eux, ils vivent dans un monde uniquement religieux. Pour eux, il n'y a que Allah qui existe, en tout cas pour certains, pour un certain nombre d'entre eux. Je ne dis pas tous les musulmans, je sais bien qu'il y en a qui sont totalement intégrés. Et c'est comme qu'avec les catholiques, où il a fallu pendant des années justement imposer cette valeur de la laïcité, quoi. C'est vrai. Mais le combat contre les catholiques, il s'est monté depuis longtemps. Mais ce qu'il y a, c'est que la différence entre la religion catholique ou la religion chrétienne et la religion musulmane, c'est qu'il y a l'idée de liberté, ce qui n'existe pas chez les musulmans. Il n'y a qu'une idée chez les musulmans, je dis en général de l'islam,
de certaines autorités. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de concept de liberté, il n'y a pas de concept d'individu, il n'y a pas de concept de nation. Et donc c'est ça qui pose problème. Et donc si vous voulez, le problème c'est que les élites connaissent très mal l'islam. Je dis bien l'islam, je dis pas les musulmans. Non, bah oui, parce que eux, les musulmans, il faut pas tous les cataloguer, quoi, autrement. Mais c'est sûr. Mais bien sûr, mais moi j'ai des parents d'élèves musulmans qui sont adorables et qui sont sur les valeurs de la France et de la République sans problème. Mais si vous voulez, tant qu'on n'aura pas étudié, on dit la laïcité, mais la laïcité, il y a rien. Peut pas y avoir de cours de laïcité. La laïcité, c'est par exemple de présenter au 6e ou au 5e, etc. la religion catholique, la religion chrétienne, la religion musulmane pour les 5e au début d'année, etc. Et puis la religion juive. Et donc c'est le mettre sur le même pied d'égalité. Et donc d'expliquer ce que c'était, comment c'est apparu, etc. C'est ça la laïcité. Il n'y a rien d'extraordinaire. La laïcité, c'est de pouvoir discuter de tout. Oui. Or, Florian, le problème pour l'instant, c'est qu'il y a une partie du monde musulman avec les islamistes justement qui ne veulent pas. On ne peut pas discuter de l'islam et pourtant l'islam, on doit pouvoir le critiquer avec des concepts historiques et philosophiques, etc. Vous comprenez? Et tant qu'on n'aura pas dit qu'on peut critiquer l'islam, il n'y aura pas de laïcité en France. Qu'est-ce que vous pensez, Florian, de cette idée de Bernard Ravet qui disait il faudrait, alors peut-être avec les primaires pour les nouveaux, ensuite les 6e ou les 5e, et ensuite au lycée aussi, convoquer les parents, tout l'ensemble des parents pour leur dire voilà ce qu'on enseigne, voilà les valeurs de la République. Mais il a 1000 fois raison. Il suffit de présenter, de dire voilà, c'est 1200 avant Jésus-Christ, voilà comment ça se passe chez les Juifs, ensuite apparition de la religion chrétienne, et ensuite à partir du 7e siècle, 6e, 7e siècle, apparition de la religion musulmane. Ça remettrait tout à plat. Mais il faut le dire, mais tout ça c'est dans les livres. Pourtant on nous dit il faut faire des cours réintroduire le fait religieux, mais il a toujours existé, on l'a toujours étudié, mais même du temps du christianisme. Alors évidemment c'était différent si vous voulez, mais vous avez bien vu que à partir des années 1902-1905, ça a été une lutte très dure vis-à-vis de l'Église catholique pour imposer la laïcité. Alors que la laïcité est un concept qui vient du christianisme, puisque c'est la capacité, si vous voulez, à l'État de rejeter justement Dieu, de rejeter un certain nombre de valeurs de l'Église catholique. Voilà. Oui, absolument. Merci de ce témoignage, Florian. Bernard Ravet. Moi, ce témoignage, d'abord, je salue un collègue qui j'allais dire, est complètement dans cette richesse qu'on a chez un certain nombre de profs. Alors c'est vrai que c'est plus facile chez les collègues d'histoire géo, parce qu'ils ont cette vision de l'histoire des religions. Moi j'avais un prof qui disait ces trois pierres empilées les unes sur les autres, le galet juif, le galet du christianisme et le galet de l'islam. Et quand il disait aux élèves, quand vous critiquez le galet du dessous, vous vous cassez la figure. Et je trouvais très belle cette métaphore. Mais pour en revenir à ce que dit le collègue, je crois que ce qu'il faut aussi, c'est que je ne suis pas convaincu que dans toutes les disciplines, je pense par exemple en SVT, quand on oppose au moment où on parle de l'évolution, on dit non, c'est Dieu qui a créé, etc. Je crois que ça pose le problème, de la formation des enseignants, mais aussi de la conviction. Dans son livre Une prière pour l'école, Frédéric Béguin nous attire notre attention sur le fait que un tiers des sortants, alors il a travaillé sur une SP particulière, un tiers des sortants ne sont pas convaincus que la laïcité est une valeur importante de la République. Et je crois que cette idée que Elisabeth Badinter dit très souvent que la laïcité, sans la laïcité, on ne peut pas vivre ensemble, des gens différents ne peuvent pas vivre ensemble. Donc je crois que cette vieille dame qui était dans son cercueil de verre et qui avait été, j'allais dire, endormie en 1905, se voit réveillée parce que en face, il y a pas tous les musulmans. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec l'imam de Nîmes ou l'imam Chalgouni. Il y a une vision. Quand vous écoutez dimanche matin sur France 2 les émissions religieuses, vous avez une vision d'un islam qui est compatible avec la République. Je crois qu'aujourd'hui, un jeune collégien, il est d'abord français,
avant d'être d'une religion. Et ça, je crois que c'est la culture qu'il faut faire passer. Merci Bernard Ravet. Les Galériens de la République, sortis l'année dernière aux éditions